Voilà, retour sur ce plateau 2 ans après l'insurrection populaire. Que d'attentes, que de polémiques sur les questions de prise en charge des blessés et surtout l'évolution du volet judiciaire. Que fait le gouvernement? Pour parler de tout cela, nous recevons à présent M. Souleymane Karambiri, qui est chargé de mission au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. M. Sessouma Dao, qui est le directeur régional du Centre de l'Action sociale. Et M. Robert Sangaré, directeur général de l'hôpital Yaladado-Ouedraogo, du Centre hospitalier universitaire Yaladado-Ouedraogo, et M. Laurent Mpoda, qui est le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou. Nous allons donc, on a reçu les représentants des familles des martyrs, on a reçu aussi des blessés de l'insurrection sur ce plateau. On a parlé un peu de l'accompagnement psychosocial. Alors, M. Souleymane Karambiri du ministère de l'Habitat, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les critères d'attribution des villas à Basenko? On sait qu'il y a des familles, il y a des veuves qui ont reçu leurs clés. Il y a juste quelques semaines de cela. Ok, merci. Bon, il faut dire que lorsque notre gouvernement est arrivé, nous avons trouvé un décret qui a été pris par le CNT, qui a identifié déjà un certain nombre de familles auxquelles il fallait attribuer des logements sociaux. Et au jour où nous sommes, ces logements ont été attribués, il y en a 8. Le décret précise bien quelles sont les familles qui ont droit effectivement à ces logements. C'est un décret et ce décret a été pris suite à un échange entre les associations et le gouvernement. Donc les noms, n'est-ce pas, étaient déjà définis et l'échange s'est effectué entre le gouvernement et les associations de la société civile. Et ces familles-là, ces veuves-là sont confortablement installées à Basenko aujourd'hui? Il nous revient que quand même certaines disent qu'il faut des travaux supplémentaires pour en tout cas améliorer. Refaire la peinture, élever les murs? Bon, en effet, c'est une doléance. Oui. Il faut savoir que les familles sont installées dans des villas de type F3 à Basenko. C'est les genres de maisons que le citoyen, le fonctionnaire burkinabé A3 construit lorsqu'il commence à construire. Les commodités, ils sont déjà, mais les familles ont estimé que le gouvernement peut mieux faire en mettant des plafonds, en reprenant la peinture. Mais je pense que le gouvernement a été tout cuit, a décidé d'accompagner davantage ces familles-là. Sinon, les villas étaient déjà habitables. Les familles y logent déjà à Basenko dans ce genre de villas. Bon, mais on a dit, comme c'est une question, si vous voulez, un peu, je dirais, psychologique, les gens ont été un peu choqués, se sentent, je dirais, diminués pour avoir perdu leur famille. Ils attendent d'être dans un confort beaucoup plus. Donc, le gouvernement a décidé de faire plus. Sinon, ces villas sont confortables et habitables. Alors, monsieur Dao, vous êtes donc le directeur régional du centre du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille. On a reçu tantôt, comme le disait Edmond, les familles des victimes, leurs représentants. Alors, à ce jour, est-ce que vous pouvez nous faire le point un peu sur, en tout cas, cette question de la prise en charge par le ministère de l'Action sociale? Ok, merci beaucoup. Au niveau du ministère de la Femme et de la Solidarité nationale, aux premières heures de ces événements, notre département s'est tout de suite senti interpellé parce que notre mandat même, c'est l'accompagnement social des personnes en difficulté. Et quand on connaît la violence, les traumatismes que les personnes avaient subis, nous étions interpellés. Alors le ministère a déployé son service d'aide. Nous avons visité les familles. Et Madame la ministre en charge de la solidarité de la famille en son temps a visité 31 familles pour apporter le réconfort, le soutien du gouvernement. Et c'est justement au cours de ces visites qu'on a visité une famille où on a vu que la veuve, la parcelle qu'elle habitait, il n'y avait pas de clôture. Son mari avait engagé de construire les latrines, mais la dalle n'était pas posée. Tout de suite, le ministre a dit, mais il ne faut pas qu'on laisse ces familles dans cette situation.
C'est pour ça qu'on a imaginé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider ces veuves. En attendant tout type de dédommagement éventuel à venir, l'accompagnement social. C'est ce que le ministère a engagé de réflexion en réflexion. Il fallait faire ce type d'action. Donc nous avons apporté, comme je l'ai dit, le réconfort moral. Ensuite, les agents sociaux même qui sont dans les arrondissements ont visité ces familles pour évaluer leurs besoins. Puisqu'on ne peut pas agir. Il y a des familles que nous avons visitées qui ont dit « nous n'avons pas besoin d'assistance alimentaire. Nous n'avons pas besoin... » Donc, il fallait regarder au cas par cas. Quelle famille a besoin de quel type de soutien? Il y avait les questions de... Tout de suite, il fallait que les enfants aillent à l'école. Donc, le ministère en charge de la solidarité à travers le gouvernement a essayé de parer à ces genres de difficultés. Alors, il faut clarifier les choses. Ici, est-ce que, parce qu'il y a certains qui parlent souvent de dédommagement, on parle souvent d'indemnisation, d'accompagnement, est-ce que vous pouvez clarifier les choses à ce niveau? Oui, sous le contrôle du procureur général qui est là. Et au niveau du ministère en charge de la solidarité, nous disons accompagnement social. Le terme dédommagement ne convient pas à nos prestations. Et il y avait des personnes qui étaient dans une situation d'urgence, d'être soutenues. Les chefs de famille étant décédés, les veuves et les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est pour ça la solidarité nationale s'est tout de suite mise en avant pour soulager, accompagner socialement. C'est ce que nous avons fait en réinscrivant d'autres rapidement à l'école, en donnant des activités économiques aux veuves pour qu'elles commencent à supplier déjà à l'absence du chef de famille qui était parti. C'est ce type de soutien que nous avons appelé accompagnement social. Et le dédommagement, ça voudrait dire mettre tout le monde au même niveau. Donc c'est un accompagnement social, ce n'est pas un dédommagement. Nous allons donc demander à M. Robert Biya Sangaré, le directeur général du centre hospitalier universitaire Yagadou Ouédraogo, de nous faire aussi le point au niveau du CHU, parce que votre service a été sollicité aux premières heures de l'insurrection. Vous continuez toujours de prendre les gens en charge. À ce jour, est-ce qu'il y a des blessés qui viennent toujours à l'hôpital pour des soins, pour une assistance, un accompagnement? Bien, merci. Je voudrais saisir cette opportunité pour m'incliner, bien sûr, devant la dépouille de ceux qui ont quitté le monde à cette douloureuse circonstance. Et encore souhaiter meilleure santé aux blessés que nous continuons à traiter. Je voudrais remercier aussi certaines ONG qui se sont distinguées particulièrement, dont le rôle a été capital pendant les premiers mois. Je vais parler de la Croix-Rouge qui a beaucoup évacué les malades, les blessés au fur et à mesure des événements, puisque les fonds rouges, nous, on ne pouvait pas sortir. La Croix-Rouge a abattu un excellent travail. Tout comme pendant le coup d'État, une ONG comme Alima a joué un rôle très important. Et aussi rendre hommage à l'ensemble du corps médical, paramédical et beaucoup d'agents de la santé volontaire, suite à notre appel lancé ce jour-là sur les ondes de la radio, puisque ici, c'était déjà atteint à l'Assemblée, donc il y a certaines radios privées à partir desquelles nous avons pu lancer un appel, puisque comme les événements se sont déroulés le matin, les équipes de relais n'avaient pas pu arriver et tout le monde était bloqué. Et lorsque nous avons commencé à être submergés, il fallait faire appel à l'ensemble du corps médical, paramédical, tous les agents, surtout dès qu'on m'a informé qu'après l'incendie de l'Assemblée, comme l'a dit quelqu'un, les enfants étaient en train d'aller sur Kosiam. Je me suis dit, oui, bon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est en ce moment que j'ai pris la décision de faire un appel sur les ondes des différentes radios pour inviter tous les médecins de déployer toutes les initiatives pour pouvoir rejoindre l'hôpital par tous les moyens afin de faire face à la situation. Ceci étant, je crois que dès que nous avons commencé à recevoir les blessés, il faut savoir que nous étions en travaux au niveau des urgences traumatologiques. Nous étions en pleine installation de nos nouveaux équipements au niveau de l'imagerie et on avait transféré momentanément donc les urgences traumato dans un petit local des urgences viscérales qui s'est trouvé rapidement débordé par le nombre de blessés. Donc lorsqu'on m'a alerté et que je suis arrivé à voir les gens, le sang partout un peu, bon, j'ai pris la responsabilité d'ordonner qu'on les prenne en charge immédiatement, gratuitement.
Et j'ai appelé immédiatement le ministre de la Santé à l'époque, Léné Seboko. J'ai dit, monsieur le ministre, j'ai pris l'initiative de choses. Il m'a dit, tu as très bien fait. Bon, parce que nous, on n'est pas dans la politique, c'est pour sauver les vies, donc vous continuez. J'ai appelé le secrétaire général qui était M. Guigimde. À l'époque aussi, lui aussi, il a dit, bon, tu as eu le bon réflexe, vous continuez et puis vous me ferez le rapport. Donc, pendant pratiquement les premiers jours, c'est l'hôpital qui a tout supporté. Pendant une semaine. En fait, les dons n'ont commencé à arriver qu'après le passage du chef de l'État à l'époque. Oui, des dons quand même qui ont fait l'objet après de polémiques. Oui, mais justement, parce que les gens ont fait des confusions. Comme on le dit souvent, il y a un proverbe qui dit 1000 dons, 1000 problèmes. Parce qu'il y en a qui ont cru que bon, c'était de l'argent à partager. J'ai entendu des d'un puits, machin, parce qu'ils n'ont pas compris la philosophie. Mais il faut que les gens sachent d'abord que si on avait attendu les dons, c'est sûr que les conséquences humaines auraient été plus désastreuses que ça. Ce que Yalagado a pris comme initiative sur ses fonds propres, sur ses moyens, sur ses produits pour pouvoir sauver les vies. Quand on sait que nos chirurgiens, surtout aux urgences traumato, ont pratiquement travaillé toute la nuit du 30 au 31. Donc on a eu beaucoup de boulot. Nous avons enregistré au total 197 blessés, ce qui sont passés entre nos mains en ce qui concerne l'insurrection, et 127 en ce qui concerne le coup d'État. Alors, bon, bien sûr, il y a eu des confusions, surtout dès qu'on a parlé de remboursement, tout le monde s'est rué, les gens croyaient qu'il suffisait d'aller prendre des ordonnances dans n'importe quelle formation, n'importe quel cabinet, n'importe quel dispensaire de secteur pour venir à Yalagado se faire rembourser. C'est là-bas justement où il y a eu des polémiques où nous avons été obligés de dire aux gens, non, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'assumer la responsabilité de l'acte médical. Oui, à ce jour, nous suivons 21 personnes qui continuent à venir pour que nous traitons. Les récentes évacuations, l'impression qu'on a quand même, c'est que ça a pris du temps. Parce que quand même des gens qui ont subi peut-être des blessures depuis pratiquement 2 ans, comment on peut expliquer véritablement cette... Non, il y a certains malades, d'abord je dois vous dire, quand j'entends parler, il y en a même qui n'étaient pas enregistrés chez nous. C'est-à-dire qu'il y a eu trop de listes parallèles qui ne sont pas passées par Yalagado. C'est après que nous aussi, on a appris que XY est évacué. Il y a eu parfois des gens qui sont présentés à nous, qu'ils étaient des blessés de l'insurrection ou du coup d'État. Quand on regarde nos registres, ils n'y figurent pas. Ils disent qu'ils sont reconnus à un autre niveau. Nous, on leur dit, c'est une question de responsabilité. Si un médecin de Yalagado ne vous a pas reçu, ne vous a pas considéré, moi, je ne peux pas vous mettre sur notre liste. Donc, c'est ça, ceux qui sont passés... Il y a des gens qui voulaient profiter de la situation. Bon, je ne peux pas le dire, mais oui, mais vous savez que dans ce genre de situation, il peut toujours y avoir des personnes qui... Il y en a aussi qui étaient sincères, ou bien ils sont allés directement dans des structures privées. Et nous sommes un CHU. On n'est pas, excusez-moi du terme, on n'est pas un dispensaire de village où on pense que pour nous amener n'importe quel papier pour dire qu'il faut un médecin pour assumer la responsabilité de l'acte. Je parle sous le contrôle du juge. Actuellement, on est en train de nous demander des certificats médicaux dans le cadre de tous ces dossiers. Vous pensez que c'est le DG? Si je me mets à mettre la liste, ce n'est pas le DG qui délivre un certificat médical, c'est le médecin traitant qui délivre, qui engage sa responsabilité, qui dit j'ai vu tel malade, voici ce dont il souffre. Et c'est ça que les gens n'ont pas souvent compris. Et ça a été la même chose pour les remboursements. Quand les gens nous amenaient des ordonnances, même qui correspondent à tout sauf ordonnance. Bon. Donc ça, c'est des petites incompréhensions que nous avons eues. Okay. Mais c'est pour dire que Yalagado avait abattu un travail énorme pendant plus d'une semaine avant que les dons ne commencent à venir. Ok, alors sur ce plateau, nous avons certainement l'un des invités les plus attendus ce soir, M. Laurent Mpouda, procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou. La question de la justice est revenue un peu en filigrane pendant tous les plateaux. Alors dites-nous aujourd'hui, quel est le point qu'on peut faire de l'instruction des dossiers de l'insurrection populaire? Merci. Je voulais d'abord relever une chose, savoir que au moment de l'insurrection, il n'y a que les services du parquet et les services de la police judiciaire n'ont pas fonctionné. Ça, c'est clair ce qui s'est passé. Donc, les constatations des infractions n'ont pas été faites. De sorte que c'est en 2015, lorsque nous sommes arrivés, que nous avons commencé maintenant à voir les dossiers. Parce que pratiquement, ce sont des dossiers contre X qu'on a ouverts. Et donc, comme il l'a dit, les blessés, on ne sait pas où ils sont. Ils ne sont pas, il y a d'autres qui ne sont pas enregistrés. Tous les gens qui sont décédés, qui sont morts, aucune expertise n'a été faite. C'est à partir de 2015 que nous, on a commencé ce travail. Donc c'est ça, c'est ce qu'il y a d'abord à relever.
c'est la différence. Vous verrez que lors du coup d'État, on a donné des instructions. Et tous ceux qui sont tombés sur les balles des choses, tous ces corps-là ont été constatés, et tout a été fait. Et aujourd'hui, au niveau du tribunal militaire, vous verrez que tous ceux qui sont victimes au niveau du coup d'État, les dossiers sont OK. Donc, pour revenir aux dossiers qui sont actuellement ouverts au niveau de la Cour d'appel de Ouagadougou, nous avons en gros 4 juridictions qui sont concernées. Ouagadougou, Koudougou, Douri, Léo et Yako. Alors, à Ouagadougou, on a 10 dossiers qui sont ouverts dans 4 cabinets d'instruction. Cabinet d'instruction numéro 2, le numéro 6, le numéro 7 et le numéro 1. Alors, au niveau du cabinet numéro 2, nous avons 3 dossiers ouverts contre des personnes que je tairai les noms. Voilà, donc moi je ne vais pas... les juges d'instruction, voilà, les juges d'instruction ont demandé à ce qu'on ne puisse pas donner les noms, parce que ça peut brouiller un peu les pistes. Donc il y a 3 dossiers qui sont ouverts là-bas. Il y a une personne qui a été inculpée et mise sous mandat de dépôt. Ça, c'est au niveau du cabinet 2. Au niveau du cabinet numéro 7, il y a 3 dossiers également. Là-bas, ce sont les témoins, les parties civiles qui ont été entendus, en attendant justement qu'ils puissent aller en profondeur. Parce que ce qu'on doit relever, c'est que lorsque la commission d'enquête qui a été mise en place nous a communiqué les résultats, c'est à partir de ces résultats que nous avons eu un certain nombre d'éléments qui nous ont permis justement de procéder à des inculpations. Et les choses ont démarré pratiquement au cours de ce mois de septembre 2016. Mais monsieur le procureur, vous avez indiqué qu'il y a des constatations au départ qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cela est préjudiciable à la manifestation de la vérité? Bien sûr, parce que si ça avait été fait immédiatement, par exemple, nous avons tous déploré le fait que la maison de M. François Compaoré, qui à l'époque aurait dû être mis sous scellé dès les premiers moments, compte tenu de ce qu'on découvrait, parce que nous tous on a suivi sur les réseaux sociaux qu'on découvrait beaucoup de choses, et ça devait être mis sous scellé, et aujourd'hui on allait avancer. Mais finalement, à qui la faute? Ben, à qui la faute, c'est ce que je dis. On reconnaît que les services du parquet, les services de la police judiciaire n'ont pas fonctionné à l'époque. Et finalement, les familles des victimes, qu'est-ce qu'elles font? Actuellement, elles doivent être dans le désespoir, ou elles doivent être désespérées Nous, actuellement, avec le rapport de la commission, nous sommes en train d'instruire les dossiers, puisque le rapport de la commission nous a apporté suffisamment beaucoup d'éléments. Et aujourd'hui, si ce n'est pas aujourd'hui, on a depuis 2014 jusqu'à septembre 2016, on n'a jamais inculpé quelqu'un. C'est cette année, avec donc le résultat de l'enquête que nous avons commencé. Si vous regardez, vous allez voir que ceux qui ont été inculpés là et mis sous mandat de dépôt là, c'est à partir du mois. Monsieur le procureur, est-ce qu'on peut savoir à peu près combien de personnes sont inculpées? C'est vrai qu'il y a des... Actuellement, à Ouaga, vous avez 9 personnes qui ont été inculpées et mises sous mandat de dépôt. Il y a à Koudougou, bon, par exemple, les dossiers de Koudougou, on ne savait rien du tout de ça. Et aujourd'hui, on a donc ouvert une information à Koudougou concernant 2 blessés. Mais le dossier est arrivé en septembre et comme c'est tombé sur les vacances judiciaires, c'est en octobre maintenant que les juges d'instruction vont se saisir de ce dossier et vont certainement instruire là-dessus. Monsieur Pouda, le rapport de la commission d'enquête indépendante a soulevé quand même un petit problème. Certains chefs militaires ou certains éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle qui, en tout cas, ne souhaiteraient pas être auditionnés. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une entrave à la manifestation de la vérité? Non, dans ce dossier, nous avons d'abord les juges d'instruction ont envoyé une demande. Ils ont écrit au chef d'état-major pour demander
qu'on nous situe les responsabilités par rapport aux forces qui étaient en position des forces. Parce que là, ça permet aux juges d'instruction de savoir, d'abord d'interroger les différents chefs qui étaient sur ces lieux et de savoir quels sont les éléments qui y étaient et de vérifier, voir si sur ces champs-là, il y a eu des morts. Et là, ça permet... Donc jusqu'aujourd'hui, vous attendez encore ces informations? Bon, ce qui est sûr, on a d'abord on a dû auditionner des chefs militaires qui ont donné des informations. Et ceux-là qui sont inculpés, il y a des militaires dedans. Donc c'est pour vous dire que les dossiers avancent avec la commission et certainement que ça va avancer. Aujourd'hui, les juges d'instruction, ils ont exprimé le besoin d'avoir plus de moyens. Et donc, c'est ce qui nous a été dit et donc nous allons... Plus de moyens, c'est quoi exactement? Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui, quand ils veulent appeler des témoins, c'est avec leurs unités au téléphone qu'ils appellent les gens. C'est ça aussi le problème. Les déplacements sur les lieux, il n'y a jamais eu. Donc, ils ont fait le point au procureur de Ouattara pour dire qu'ils ont en tout cas besoin d'un certain nombre de moyens à leur disposition. Il y a certaines personnes aussi qui remettent un peu en cause la crédibilité du rapport qui a été produit parce qu'il y a des noms qui ont été cités et le fait qui est assez troublant, c'est que l'ex numéro 1 du régiment de sécurité présidentielle, son nom n'y figure pas, à savoir le général Gilbert Diendéré. Comment est-ce que vous expliquez cela? Je n'ai pas bien saisi votre... Je dis l'ex numéro 1 du régiment de sécurité présidentielle, à savoir le chef d'état-major particulier de la présidence du FASO, le général Gilbert Diendéré, il ressort que son nom ne figure pas, alors qu'il y a l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida, son nom y figure. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Ça a quand même créé la justice a envoyé une requête au niveau du chef d'état-major général de l'armée. Ça nous suffit. Donc on attend la réponse. Si dans cette réponse, on nous situe clairement les responsabilités des chefs militaires, on les entendra. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi, je l'ai toujours dit. Il faut qu'on Monsieur Pouda, 2 ans après, la question qui se pose de façon rationnelle et en tout cas au regard des faits et des documents ou en tout cas des preuves à votre disposition ou à disposition de la justice, oui. À quand on peut attendre de façon raisonnable peut-être des procès dans le cadre des dossiers de l'insurrection? On sait quand est-ce qu'on ouvre une information, mais on ne sait pas quand est-ce qu'une information peut être bouclée. Ça au moins c'est clair. Mais ce qui est sûr, le souci du ministère public que nous représentons, c'est que ces dossiers-là, ça puisse connaître un dénouement le plus rapidement possible. Et les juges d'instruction sont sensibilisés par rapport à cette histoire-là et ils ont commencé à travailler. Ça, au moins, c'est clair. Maintenant, décider de dire que c'est à quelle date que c'est... Une échéance, peut-être l'année prochaine, dans 6 mois, dans 12 mois. Pour vous dire que les dossiers, tel dossier va finir à... Ça, je peux vous donner des délais, mais qui risquent de ne pas être respectés. Et dans l'intervalle, il y a toutes ces libérations également qui... Attention, je ne sais pas si vous... Parce que moi, je réponds de la cour d'appel et des juridictions de droit commun qui sont de mon ressort. Je ne réponds pas du tribunal militaire. Ni de la haute cour. Ni de la haute cour. Donc, c'est clair que moi, je ne peux pas répondre sur ce volet-là. Voilà. Par contre, sur ces questions-là, il y a une seule personne qui a été entendue, mis sous mandat de dépôt, il a été auditionné au fond et il a bénéficié d'une mise à liberté provisoire par rapport aux 9 personnes dont je vous ai indiqué. Donc, sur ces dossiers, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a été mis en liberté provisoire. Pour le commun des mortels, l'instruction devait avancer vite parce que de fortes présomptions pèsent sur des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Les juges d'instruction sont saisis. Au début, il y avait 10 cabinets qui étaient saisis. Aujourd'hui, avec l'apport du rapport, nous avons resserré et on a désigné pratiquement 3 cabinets qui s'occupent de ça uniquement, de ces dossiers-là. Et nous pensons que ça va avancer. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas confiance. Okay. Même si pour le moment, il n'y a pas les moyens. Et les juges sont obligés de mettre des unités dans leur téléphone et d'appeler. Mais ils travaillent, ça ne les empêche pas quand même de travailler. L'espoir est quand même permis. Alors, on va revenir à M. Sissouma. Alors, aujourd'hui, quelles sont les formes d'accompagnement aujourd'hui qui se poursuivent auprès des familles des blessés? Oui, merci. Comme nous l'avons, je l'ai annoncé au début, après ces premières sorties
où on a évalué les besoins des familles. Il y a eu, comme ça a été indiqué, la prise de 5 décrets pour aider un peu à structurer et à formaliser l'assistance qu'il fallait apporter à ces familles-là. Aujourd'hui, il y a un décret qui concerne les enfants, les orphelins laissés par les personnes décédées. Et dans ce décret, il est indiqué que ces enfants devraient pouvoir bénéficier d'un appui scolaire jusqu'à leur majorité. Donc ça, c'est une assistance qu'il faut poursuivre chaque année. Dès que la rentrée s'annonce, il faut voir comment ces enfants vont être dans des salles de classe, pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité au nom de la solidarité nationale. Alors, les veuves ont déjà reçu un accompagnement économique pour pouvoir mettre en œuvre des activités économiques afin de se prendre en charge. L'idéal, c'est que ces familles ne restent pas dans une assistance permanente. Vous savez que l'individu, il y a la dignité. Il faut se prendre en charge soi-même. Donc, ce sont ces moyens de prise en charge à long terme qu'on a voulu offrir ici à ces veuves-là. Nous avons aussi parlé de certaines qui vont pouvoir être recrutées pour pouvoir occuper un emploi et pouvoir s'occuper des enfants. Il y a ces genres de mesures qui sont là et qui se poursuivent. Merci, M. Sessouma. Je crois que M. Sangaré, en 30 minute, non, c'était pour dire qu'au niveau de Yalgado, il faut que les gens retiennent que c'est Yalgado qui a supporté tous les frais d'inhumation, que ce soit l'insurrection ou le coup d'État. En plus de ça, nous avons eu à remettre 400 000 francs à chaque famille victime qui avait une victime dans les choses. Et à l'heure actuelle, parce que ce que nous avons reçu comme don au niveau de l'insurrection, c'est à peu près 74 500 000. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'hôpital qui supporte tous ces blessés-là sur son budget. Il y a un reliquat en ce moment? Il n'y a pas de reliquat, parce que ça fait 2 ans que l'insurrection dure. Jusqu'à présent, les gens viennent et nous sommes à un de ce que nous avons mis, argent de Yalgado, dans la prise, parce que ce soit l'insurrection, le coup d'État, les victimes de l'attentat du 15, c'est nous qui continuons à les soigner jusqu'aujourd'hui et c'est supporté par l'hôpital. Alors, on a parlé de balles dans le corps, etc. Il faut dire qu'en son temps, les médecins avaient expliqué que dans certains cas, on ne peut pas intervenir, mais c'est le processus du soin qui fait qu'à un moment donné, la balle sort seule. Voilà, donc là, c'est vraiment des aspects médicaux sur lesquels peut-être il faut beaucoup de prudence parce que il n'est pas dit forcément que parce qu'il y a une balle, il faut intervenir tout de suite, ça peut même aggraver. Par contre, il y a un processus qui peut faire qu'à un moment donné, au fur et à mesure que ça se cicatrise, voilà. Merci, donc je tenais à préciser cela. Ça va être le mot de la fin pour ce plateau. Un rappel sur ce plateau, donc, qui est le dernier de cette émission, nous recevions M. Sessouma Dao, directeur régional du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale de la famille du Centre, Monsieur Robert Sangaré, directeur général de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, Monsieur Laurent Poda, procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou, et Monsieur Souleymane Karambiri, chargé de mission au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Voilà, Edmond Koulibaly, cette émission tire à sa fin. Voilà. Et nous ne reste plus donc qu'à remercier tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de bout en bout. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur la télévision du Burkina. Allez les Peace Voice, à présent chanter avec les chantres de la paix, à présent pour la gloire de nos martyrs. Allez, chantez, chantez.